Et nous commençons donc avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous allons nous intéresser aux difficultés que rencontrent les promoteurs immobiliers à faire sortir un certain nombre d'immeubles de terre. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être en duplex avec Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Bonjour Pascal Boulanger. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous dans Smart Patrimoine. Je reprends vos mots, ceux de la Fédération des promoteurs immobiliers. Vous parlez de panne sèche en matière de vente de logements neufs. Vous constatez qu'il y a une chute de plus de 20% au premier trimestre 2022 de vente de logements neufs par rapport au premier trimestre 2021. Et votre analyse, Pascal Boulanger, c'est que ce n'est pas un sujet de demande, mais c'est un sujet de rarification de l'offre. Oui, c'est exactement ça. La demande est là, elle est correcte, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est tout à fait correcte. Et aujourd'hui, si nos chiffres baissent, c'est parce que nous n'avons pas assez de permis de construire autorisés. Et le vrai sujet, il est vraiment là sur l'offre et non pas sur la demande. Donc un sujet en lien avec les permis de construire, ça veut dire qu'on a, si on regarde la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui cherchent à acheter un appartement ou une maison, on a des promoteurs dont c'est le métier, et il y a au milieu effectivement ce sujet réglementaire en lien avec des politiques publiques de permettre à des immeubles de sortir de terre. C'est là que ça bloque. Aujourd'hui, ça bloque tellement que la Fédération des promoteurs immobiliers alerte sur une potentielle crise du logement. Si on regarde ce qui se passe dans le secteur immobilier au global, quels sont les axes de la Fédération des promoteurs immobiliers pour permettre, selon vous, de faire sortir plus d'immeubles de terre ? Alors, le problème, il n'est pas que réglementaire, malheureusement, il est surtout aussi psychologique. Nous avons aujourd'hui, depuis 2-3 ans environ, un refus de la population de l'acte de construire. C'est-à-dire que tout le monde veut bien être bien logé. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Par contre, not in my garden. Construisez, mais pas tout près de chez moi. Et donc, les maires, depuis les dernières élections municipales, qui datent il y a un peu plus de 2 ans maintenant, sont conscients de ça et freinent en disant « mais nous n'avons pas été élus pour construire, nous avons été élus pour calmer le jeu de la construction ». Et on s'en rend compte très fortement puisqu'on a des chiffres d'autorisation de construire qui sont inférieurs de 30% aux années normales. Donc, si vous voulez, c'est quand même dramatique. Alors, les axes, pour répondre à votre question, il y en a plusieurs. D'abord, il faut libérer du foncier. Nous n'avons pas assez de foncier. Nous savons qu'il y a beaucoup de fonciers publics ou privés qui peuvent être facilement libérés. Le public, c'est facile, il suffit de le mettre à la vente, à l'offre, comme on dit. Et pour les fonciers privés, nous demandons s'il était possible d'avoir une fiscalité sur les plus-values inversée. En 2 mots, pour ne pas faire trop technique, aujourd'hui, plus on garde un bien immobilier, plus il est exonéré dans le temps de plus-value. Nous, on demande l'inverse. Si vous héritez, vous achetez ou votre terrain devient constructible, si vous le vendez dans les 2 ans, par exemple, il n'y aurait pas de fiscalité sur la plus-value. Et plus vous attendez, plus la fiscalité pourrait être élevée. Donc ça veut dire que déjà, dans un premier temps... Le deuxième axe que nous avons, c'est inciter les maires à délivrer des permis. Aujourd'hui, les maires n'ont pas, ils vous le disent clairement, ils n'ont pas vraiment intérêt à vous délivrer un permis. Ils ont perdu la taxe d'habitation, ils ont les voisins qui viennent râler, ils ont des sujets de soucis, de bruit, de nuisance pendant les 15-18 mois du chantier. Et après, il faut mettre les enfants dans les crèches, dans les écoles. Donc nous, ce qu'on propose, c'est flécher une partie de la TVA immobilière, 20%, en l'occurrence actuellement, sur les communes. C'est-à-dire que Bercy va nous dire, je les entends déjà, oui, mais attendez, nous, c'est une perte. Mais non, comme il ne se passe rien, il vaut mieux avoir 50% de la TVA que 100% d'une TVA qui n'existe pas, puisque les maires refusent. Donc voilà un peu notre raisonnement. Alors attendez, je rebondis là-dessus. Si je comprends bien, donc en fait, le premier axe, c'est trouver finalement, inciter à que les terrains puissent être mis à disposition de promoteurs, ou en tout cas céder à des promoteurs. Et ensuite, c'est agir sur les collectivités locales pour les inciter à délivrer des permis de construire, donc via une récupération d'une partie de la TVA des opérations. Parce qu'aujourd'hui, en fait, un maire qui, par exemple, aurait un souci de logement dans sa ville n'est pas suffisamment incité, selon vous, à faire émerger de nouveaux immeubles parce que nuisance, parce que plus de taxes d'habitation ou autre. Exactement. Il va vous le dire en privé, il ne vous le dira pas de façon officielle, mais il n'a que des inconvénients et pas tellement d'avantages. Donc nous, on propose qu'une partie de la TVA, 20% de la TVA immobilière, soit fléchée sur les communes
De toute façon, Bercy est gagnant également, puisque s'il ne se passe rien, ils auront 100% de zéro. Tandis que là, peut-être un 50-50 de quelque chose, c'est toujours mieux que 100% de zéro. Et donc, on a vraiment ce raisonnement. Donc une incitation fiscale inversée finalement pour les politiques. Ça, c'est le deuxième axe que vous proposez pour effectivement faire sortir des immeubles de terre. Est-ce que ça veut dire que le jour où on a réussi à trouver un terrain et qu'on a enfin le permis de construire délivré par la mairie, les choses sont réglées et les immeubles peuvent enfin sortir de terre, Pascal Boulanger? Alors, sur mon deuxième axe, je n'ai pas fini l'argumentation parce qu'il faut savoir que les PLU qui sont eux-mêmes établis par les communes ou les communautés de communes, les EPCI, ne sont utilisés en France qu'à 65% de leur capacité. D'accord. J'aime prendre cette métaphore, c'est comme si on vous disait l'autoroute est limitée à 130, mais attention, on vous flash à partir de 90. Donc là, il y a un vrai problème, c'est eux qui édictent la règle, ce ne sont pas les promoteurs qui édictent les règles, vous vous en doutez. Bien sûr. Et quand on arrive avec des règles respectées, on nous dit que c'est trop dense. Donc il faut aussi, dans ce deuxième point d'inciter les maires, il faut peut-être aussi un peu considérer les PLU comme un minimum. Et aujourd'hui, on ne pourrait plus descendre en dessous de ces minima prévus par ces PLU, parce que à chaque fois qu'on fait un PLU nouveau, c'est pour réduire les constructibilités. Et en plus, une fois qu'il est établi, une fois qu'il est juridiquement opposable, on l'utilise qu'à 65%. Donc là, il faut trouver quelque chose pour peut-être sanctionner quelque part les maires qui réduisent des constructibilités, un espèce de bonus-malus par rapport aux maires qui respectent vraiment les constructibilités. Parce que là il y a un vrai sujet de gaspillage total de foncier. En plus, à l'époque où on vous parle du ZAN, de ne pas étaler la ville, du terrain naturel, on vous parle de beaucoup de choses comme ça, de zéro artificialisation, je viens de le dire. Il ne faut là pas gaspiller des fonciers dans les villes déjà construites, reconstruire la ville sur la ville. C'est ça, et donc peut-être aller au maximum des capacités des PLU. Donc ça, c'est le deuxième axe, donc du coup, agir sur les collectivités locales et notamment les mairies. Est-ce qu'une fois qu'on a agi sur ces deux axes, je vous repose ma question, on considère qu'on a réglé le problème et les immeubles peuvent sortir de terre, selon vous? Alors, aujourd'hui, on a des vrais sujets, mais c'est très, très récent. Nous ne maîtrisons plus les prix de revient. Il y a eu trois choses. Il y a le confinement à cause de la période Covid. Il y a eu l'épiphénomène du canal de Suez et maintenant la guerre en Ukraine. Et nous avons des prix de revient quelquefois supérieurs à nos prix de vente. Donc, nous avons un vrai sujet là-dessus. Et donc, nous demandons aussi à l'État, peut-être que il y a une directive européenne qui a été adoptée dernièrement, je crois que c'était début avril, qui permet, quand on reconstruit la ville sur la ville, d'autoriser les États membres de la communauté européenne de réduire leur taux de TVA. Et donc je pense qu'aujourd'hui, si les TVA 20% pour un bien considéré comme essentiel, je vous laisse réfléchir, baisser un peu. On demande cette réduction pendant la période exceptionnelle que nous vivons, parce qu'aujourd'hui, si on augmente, nous n'avons pas de problème de demande actuellement. Sauf que quand on se rend compte qu'on augmente nos prix de quelques pourcentages, ça coince. Donc on a une demande qui est là, mais on n'a pas de marge de manœuvre. Et comme on a aujourd'hui des coûts de construction qui ont flambé de 15, 20, 30% quelquefois, j'étais avec un bureau de contrôle la semaine dernière, bureau d'études, pardon, la semaine dernière, qui me dit qu'il fait une étude sur un très 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 gros dossier. Il s'attendait à un appel d'offres à 250 millions, il est revenu à 480. Bon, vous voyez, il y a quand même des vrais sujets. Imputable à la hausse des prix des matières premières, du coup? Dû à la hausse, bien sûr, dû à la hausse des prix des matières premières, dû à aussi une raréfaction de la main-d'œuvre. Donc les entreprises doivent embaucher et payer plus cher pour avoir des collaborateurs ouvriers, même nous, promoteurs, nos collaborateurs sont chassés et il y a un manque de collaborateurs. Donc, mais la vraie raison, c'est quand même la hausse des matières premières, il faut être clair. Et alors, cette baisse de TVA, pour bien comprendre, elle s'appliquerait à qui? Elle s'appliquerait aux promoteurs immobiliers qui achèteraient moins cher parce qu'ils ne paieraient pas de TVA sur les produits, ou elle s'appliquerait à ceux qui achètent les logements? Nous, la TVA, elle est récupérable. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais... Bien sûr, oui, comme un professionnel, oui. À monsieur et madame les particuliers qui achèteraient nos logements. D'accord, qui du coup pourraient acheter un peu plus cher des logements non taxés. Moins taxés. Moins taxés, effectivement. Pas forcément non taxés, mais moins taxés, effectivement. Ce serait le rêve, mais je n'y crois pas, donc je demande moins taxés. Donc, potentiellement, un soutien finalement aux ménages en baissant la TVA sur ce qu'on considère comme un bien essentiel. Oui, alors ça, soutien aux ménages, nous, c'est surtout aussi un soutien parce que, je vous dis, pour faire très rapidement,
le coût de construction, c'est à peu près 50% du prix de revient dans une opération de promotion immobilière. Quand vous achetez un logement, un promoteur, vous pouvez estimer que 50% est dans le coût de construction. Le reste, c'est foncier, les assurances, les honoraires, les bureaux d'études, etc., etc. Nos marges, moi j'ai toujours été clair là-dessus, elles sont après impôt de 5% environ. Un coût de construction qui augmente de 20%, ça fait un prix différent de 10% à la hausse. Et avec une marge de 5%, vous avez compris qu'il y a une perte de 5%. Donc là, il y a un vrai sujet. Pendant j'appellerais ça la catastrophe de l'Ukraine, ce serait peut-être bien que l'État baisse sa TVA pendant cette période pour qu'on puisse, nous, continuer à alimenter, parce que sinon il va y avoir une inflation terrible et les acquéreurs vont décrocher. Alors pour finir, Pascal Boulanger, rapidement, il y a également un axe sur lequel je voudrais vous entendre. Donc rapidement, c'est vous militez pour la création d'un statut de bailleur privé professionnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, le bailleur privé professionnel, c'est quelqu'un qui investirait, qui achèterait quelques logements et qui pourrait en faire un métier. C'est-à-dire, il pourrait avoir un salaire, il pourrait déduire les charges comme une activité de professionnelle. Et donc, c'est important parce que aujourd'hui, donc, à titre privé, pour le coup. À titre privé, voilà, un particulier qui aurait le statut de bailleur professionnel. Aujourd'hui, ça permettrait d'alléger les charges du particulier. Il ne pourrait pas passer toutes ses charges en dépenses et ses loyers en recettes pour avoir un équilibre. Et ce serait sûrement une façon d'avoir quelques personnes qui n'ont pas une activité réelle, mais qui pourraient acheter comme ça quelques logements. Et alors, on comprend bien l'intérêt pour l'investisseur et pour la fédération des promoteurs immobiliers, ou pour cette activité de promoteur immobilier, c'est quoi ? C'est faciliter un accès au financement des personnes privées ? Oui, mais aujourd'hui, c'est surtout trouver des solutions. On ne peut pas admettre, en tant que président de l'AFPI, je ne suis pas très fier des chiffres que j'ai annoncés la semaine dernière en conférence de presse, où vous voyez moins 20 et quelques pourcents, 20,2 de réservation trimestre de cette année par rapport au N-1, moins 30,5% de produits à la vente. Et vous savez, nous avons un chiffre qui nous intéresse, c'est notre offre. Et nous sommes heureux quand un promoteur moyen est heureux quand il a 12 mois à l'offre. Et l'offre, aujourd'hui, est à 7 mois,7. Nous n'avons rien à offrir. Donc, il faut vraiment relancer une dynamique. Merci beaucoup Pascal Boulanger d'être venu alerter sur ce sujet dans Smart Patrimoine et d'avoir détaillé donc, avec nous les 5 axes pour agir vite et fort de la Fédération des promoteurs immobiliers. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.